Et je vais essayer de quoi matin? On essaie de quoi? José, on en a discuté beaucoup en dehors des ondes, puis finalement, on a dit, OK, on le fait. On va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas mettre trop de pression sur mon prochain invité, mais c'est un genre de défi un peu. Je trouve que ces temps-ci, notamment en raison probablement du fait que j'assiste à la commission Charbonneau, j'assiste pas, mais via la TV, là, je la regarde à tous les jours. Oui. Moi, je suis comme en burn-out. Comme Québécois, là, je parle pas comme individu. Sylvain Bouchard, ça va... Bon, pas super. Mais comme Québécois, moi, je suis en burn-out. Honnêtement, je suis découragé. J'ai aucun... Ça me tente pas de me lever le matin, d'aller travailler. Comme Québécois, là. Moi, j'aime ma job, encore 93, Sylvain. Je parle comme Québécois. Me lever, payer mes impôts, ça m'écoeure. J'ai aucune motivation. Je vois rien. Je vois de la corruption, là, partout. On se fait fourrer. Il y a tellement du monde qui ont eu du fun. Pendant 20 ans, ils ont eu du fun, eux autres. Avec notre argent. Avec notre argent. Puis je vois la dette, je vois le PQ au pouvoir, je vois l'économie. C'est quand la dernière bonne nouvelle économique que tu as eue? On touche pas à nos ressources naturelles, on manque d'argent, ils ont voulu hausser les impôts, ça marche pas, les revenus sont pas là. Tout coûte plus cher. Hier, c'était le panier d'épicerie avec mon expert à qui je jasais. Ça va être d'autres. Je suis en burn-out. Total. Et je pense que, on va parler à mon prochain invité, c'est le chef du nouveau Parti conservateur. Québécois, provincial. Donc, un gars qui se dit, lui, il n'y a pas de cachette, pas comme Legault, il n'a pas honte de ça, là. Lui, il se dit de droite. Et je trouve que la droite, au cours des dernières années à Québec, s'est beaucoup concentrée sur le diagnostic des problèmes québécois. Là, le problème que moi j'y vois, c'est qu'à force de mettre devant les Québécois la face dans leurs problèmes, tu sais, tu montres aux patients la photo de la tumeur à tous les jours, ça va le mettre en burn-out. Là, il est grand temps. Traitement, il est disponible de recevoir. Puis je trouve que c'est peut-être un défaut de la droite, là, c'est mon analyse à moi. On peut-tu parler positif pendant 10 minutes de qu'est-ce que pourrait être le Québec si on le gérait différemment? C'est ce qu'Adrien Pouliot propose. Mm-hmm. Lui, il y a un nouveau parti, il arrive là. C'est du nouveau, là. Nouvelles idées au niveau de la santé, de l'éducation. On peut-tu? Parce que jamais, selon moi, c'est vraiment personnel, là, je me prends pas pour un autre, jamais un politicien ne sera élu qu'en faisant campagne sur les problèmes du Québec. En disant, ça va mal. Puis, on le sait, mais là, pendant ce temps-là, le PQ s'est fait élire en disant, tout va bien, endormez-vous, maman Pauline s'occupe de vous autres, puis les gens ont voté pour elle. Alors que, il faut parler un peu de solution, il faut parler de ce que pourrait être le Québec avec une nouvelle façon. Mais en étant conscient de la réalité. Oui. Il y a des choix pas faciles. Mais si on fait ces choix-là pas faciles, c'est dans le but un jour qu'on soit plus riche, que ça coûte moins cher, qu'on ait de meilleurs jobs, que l'économie aille mieux, qu'on attende moins à l'hôpital, qu'on ait des profs, que ça, tout aille mieux. Et ça, c'est possible, je pense, moi. On va lancer ce défi-là. Monsieur Pouliot, bon matin. C'est sûr que c'est possible. Bon matin à vous. Non, mais je sais que c'est pas facile. Mais d'abord, êtes-vous d'accord avec moi que je dirais pas problème, parlons positif, on va rester dans la même philosophie. Un des défis de la droite, c'est de souligner les problèmes que vit présentement la province, mais en essayant d'accrocher des solutions pour que les gens gardent espoir et qu'ils soient positifs un peu. Oui, absolument. Les Québécois sont très bons pour faire des constats. Hein? Monsieur Legault, par exemple, a fait des constats. On a des rapports sur rapports sur rapports. Alors, c'est vrai que c'est un peu décourageant de voir les problèmes analysés. On regarde, comme vous dites, la photo de la tumeur, tu sais. Mais il y a de l'espoir. Il faut avoir... Moi, j'ai une confiance innée dans les Québécois si on les laisse libres et si on leur donne les outils pour qu'ils puissent bâtir leur avenir. Tu sais. Il va toujours y avoir des changements, puis des problèmes, puis des conflits, puis des catastrophes dans notre société, mais avec des Québécois libres qui sont mieux équipés pour y faire face et pour atteindre leur but dans une plus grande harmonie, on a quand même des Québécois, on est foncièrement là, on a de l'ingéniosité, on a le sens d'initiative, mais il faut qu'on nous laisse libres d'agir dans notre propre intérêt pour trouver des solutions à tous les problèmes puis les défis qui nous confrontent. Puis si les bonnes mesures incitatives sont présentes, la grande majorité des Québécois va s'empresser de trouver ces solutions-là de façon dynamique, productive, puis souvent très astucieuse. Alors, en partant, il faut avoir confiance aux Québécois. Si on est quelqu'un de la gauche, c'est-à-dire qu'on veut que l'État règle tous nos problèmes, puis c'est le gouvernement, puis tout ça, ben ça veut dire qu'on n'a pas confiance aux Québécois. Moi, c'est le contraire. Moi, je dis, rapetissons la taille de l'État
Et le vide que ça va créer, il va être rempli par les Québécois, parce qu'ils sont intelligents, les Québécois, puis ils sont astucieux, puis ils sont ingénieux, puis ils sont capables de remplir ce vide-là. Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Mettons que vous êtes PM demain matin, à quoi pourrait ressembler un Québec plus libre, je reprends votre expression, dans le quotidien des gens, dans leur vie, là? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça représenterait? Êtes-vous capable de me donner quelques exemples concrets? Ouais, alors, première chose, parlons de la santé. Oui. La santé. On a un monopole public en santé. Moi, ce que je voudrais, c'est d'abord, il faut que le système de santé reste là, universel, puis c'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait déterminer l'accès aux services de santé, OK? Donc, l'État continue à financer la grande majorité des soins comme il le fait aujourd'hui. Mais, 2-3 choses. D'abord, on devrait autoriser les Québécois à s'acheter de l'assurance, à souscrire personnellement à des assurances privées visant les soins qui sont actuellement couverts là, par la RAMQ. Actuellement, on n'a pas le droit, c'est illégal. Moi, ce que je propose, c'est volontairement, là, les gens qui veulent se payer un 250, un 500, un 750 piastres d'assurance par année, ils pourraient le faire. Ensuite de ça, il faudrait permettre aux médecins de travailler dans le public et dans le privé. Actuellement, ils sont obligés de choisir l'un ou l'autre. Moi, ce que je dis, c'est que les médecins sont capables de travailler 30 heures dans le public, puis, mettons, 10 heures dans le privé. Et là, justement, avec les assurances privées, ils vont pouvoir se faire payer pour fournir des services dans le privé. Alors donc, le Québécois moyen va être capable de se faire opérer dans le privé. Ça va libérer le public et ça va diminuer les listes d'attente, puis ça va mettre plus d'argent dans le système. Troisième chose qu'il faut faire dans le privé, c'est que dans le public, dans le système public de santé, c'est que aujourd'hui, un directeur général d'hôpital, il est financé, il reçoit une enveloppe fixe, basée souvent sur l'historique passé. Donc, mettons au CHUL à Québec, là, je vais prendre un chiffre n'importe quoi, 500 millions. Oui. Bon, alors, l'année prochaine, 502,6 millions parce qu'il y a eu un petit peu d'inflation. Alors, lui, le directeur général du CHUL, quand il voit quelqu'un rentrer par la porte, là, il se dit, oh non, pas encore un patient qui va venir gruger mon budget. Mais quand tu es en affaires et que tu as quelqu'un qui traverse la porte, là, c'est un client. Yeah! Des revenus! Je suis content, j'ai des revenus. Alors, actuellement, nos hôpitaux sont mal financés. Il faudrait les financer basés sur le nombre de gestes médicaux qu'ils posent. Puis là, ils seraient super contents, les gens, de voir des patients rentrer. Puis là, ils se diraient, ben là, si j'étais plus productif, je pourrais avoir plus de patients avec le même nombre de médecins. Et donc, il y aurait un incitatif privé pour que les hôpitaux soient mieux gérés. Alors donc, c'est pas... il faut mettre des incitatifs privés dans le système public pour que ça fonctionne mieux. La santé, c'est bien important. Excusez-moi, elle a-t-il été testée, cette idée-là, auprès de certains dirigeants? Ça serait-tu bien accueilli, vous pensez, ou il y aurait... ça serait difficile? L'idée de payer les hôpitaux par ce qu'on appelle par épisode de soins, oui. Ça existe partout en Europe, ça. Mais ici, au Québec, là, c'est... écoute, il y a des... Oui, les directeurs d'hôpitaux, actuellement, ils ont des logiciels. Je vais les rencontrer une compagnie qui fait un logiciel de comptabilité qui sert justement à faire ça. Et les hôpitaux sont vraiment très contents d'avoir ça. Même s'ils continuent à être gérés avec les enveloppes, ils ont de plus en plus, ils commencent à implanter ces systèmes-là parce qu'ils sont tellement squeezés, ils ont tellement de misère à arriver que ces systèmes-là leur permettent de voir où sont les inefficacités, où est-ce qu'ils peuvent être plus productifs. Alors eux, ça fait super leur bonheur, là. Ils sont vraiment contents. C'est la gang à Québec, les fonctionnaires, j'appellerais les marxistes là, du système de santé qui veulent rien savoir de ça, mais les hôpitaux, eux autres, ils en rêvent de ça. En Europe, donc, ça marche demain. Ils donnent pas le budget en début d'année, puis là, le budget est grugé, plus il y a de patients, donc ça veut dire qu'ils sont découragés chaque fois qu'ils en voient rentrer un. C'est le contraire. Là-bas, ils donnent les budgets selon le nombre de personnes qui soignent. J'ai bien compris? Exactement. Ouais, je comprends, ça change toute la mentalité. L'hôpital de Stockholm, à Stockholm, le plus gros hôpital, c'est la Suède, là, c'est le paradis là, des socialistes, là. C'est là-dessus qu'on a basé notre modèle québécois. Ben, à Stockholm, le plus gros hôpital, c'est un hôpital qui est géré par le privé, par une compagnie qui s'appelle Capio, et ils sont payés par l'État, mais basés selon le nombre d'opérations qu'ils font, et en plus de ça, Capio sont obligés de donner une garantie, là. Tu sais, je veux dire, s'ils font une opération, puis 90 jours après, le patient en revient, l'État ne paye pas une autre fois, là. C'est Capio qui est pris à donner les soins si on a fait ça du premier coup. Donc, on les paye pour être efficaces et traiter le plus de patients possible. Alors qu'ici, le chèque, il arrive en début d'année, badang, il tombe du ciel, puis là, le but du directeur, c'est qu'il y en ait le moins possible qui soit grugé là-dedans.
Exactement. Alors, donc, on n'a pas les bons incitatifs. Prenons l'éducation. Bon, oui. Ça, c'est l'autre affaire qui est importante, l'éducation. Actuellement, l'argent part du ministère, s'en va aux commissions scolaires, puis ensuite ça est distribué dans les écoles. Moi, ce que je pense, c'est que les parents sont des gens intelligents. Et on devrait leur permettre de choisir leur école. Et comme on le fait, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou au Danemark ou en Suède, on devrait permettre aux parents de redevenir des clients. Donc, on dit aux parents, vous avez le droit, dorénavant, de magasiner votre école et d'envoyer vos enfants à l'école de votre choix. Et vous allez avoir comme appelez ça un bon d'échange ou un chèque ou en tout cas whatever, mais ils vont avoir le droit d'aller acheter leurs services éducatifs dans l'école qu'ils veulent. Et les écoles deviendraient à ce moment-là comme des entités autonomes avec des vrais conseils d'administration. Le directeur d'école pourrait embaucher les enseignants qui jugent qualifiés, il pourrait les évaluer annuellement, il pourrait les congédier, il pourrait négocier eux-mêmes les salaires des enseignants avec leur syndicat, puis ils pourraient congédier les professeurs incompétents. Puis les commissions scolaires, à ce moment-là, on n'a plus besoin, ou peut-être que les écoles publiques vont se dire, ça nous prendrait peut-être une espèce d'organisation pour, je sais pas moi, mettons... gérer le transport, là. Mettons peut-être le transport scolaire, ou de faire la même. Mais, peut-être, les écoles privées, ils n'en ont pas de commission scolaire, puis ils s'organisent avec le transport scolaire sans commission scolaire. Alors donc, encore une fois, l'État continue à payer pour l'éducation, mais on donne un incitatif privé. Les écoles qui sont pas bonnes, les parents vont les fuir. Puis là, je veux dire, si tu perds 20% de ta clientèle 2-3 années de suite, là, il y a quelqu'un à l'école qui va dire, écoute, ça continue comme ça, nous autres, on va être obligés de fermer. Il n'y a plus personne. Les écoles vont devoir se forcer, dans le fond, c'est un peu la même philosophie qu'avec la santé. Ouais. Ils vont se forcer pour être bons, pour aller accueillir le monde. Il y en a une qui va se spécialiser. Peut-être, regarde ce que je ferais. Moi, je suis un directeur. Là, je sais que c'est ça. À nous autres, on va prendre le volet sport. On va essayer d'être la meilleure école. On sait qu'il y a des parents qui veulent que les enfants fassent du sport-études. On va être les meilleurs. Une autre va dire, moi, je ferai pas ça. Il y en a déjà un qui le fait. Moi, me développer le côté artistique. Moi, ça va être culture, parce que ça existe aussi, des programmes. Ah oui. Un autre, chaque école pourrait, dans le marché, essayer d'attirer la clientèle peut-être avec des styles un peu différents. Évidemment que tu as des programmes qui doivent respecter, tu as des examens normés comme partout dans le monde, mais chacun pourrait, si je comprends bien, développer un peu des spécialités. Exactement. D'ailleurs, ce sont les écoles privées qui ont parti le concept de programme sport-études. Oui. Alors, tu aurais une concurrence. Et là, il y aurait de l'innovation. On n'a aucune innovation dans l'éducation au Québec. Et là, tu aurais des gens vraiment qui se creusaient à la tête puis qui se diraient, est-ce que je pourrais peut-être ouvrir une école spécialisée pour les gens qui ont des déficits d'attention. Est-ce que je pourrais... ça marche dans l'alimentation. Hein, je veux dire, il y a personne qui se plaint de notre système d'alimentation, mais pourtant on n'a pas un système d'alimentation à 2 vitesses ou à 3 vitesses. On a un système d'alimentation, une chaîne d'alimentation à 50 vitesses. Il y a des métros Richelieu, il y a des Provigo, il y a des petits dépanneurs, il y a des magasins spécialisés, il y a des boulangeries, il y a des pâtisseries. On ne sait pas ce que ça donnerait un système d'éducation comme ça parce que on n'est pas capable d'imaginer, mais si on a confiance dans les Québécois, si on a confiance dans leur esprit d'initiative, dans leur créativité, laissons-les aller. Puis moi, je suis convaincu il va y avoir toutes sortes de choses extraordinaires qui vont arriver. Il faut avoir confiance dans le marché, il faut avoir confiance dans les Québécois, mais moi, j'en regarde, nos enseignants, là, ils n'ont pas besoin de se faire dire par une gang de fonctionnaires à Québec dans le bunker comment enseigner. Ils sont supposés ils sont des professionnels. Laissons-leur, arrêtons de leur dire comment enseigner. Les fonctionnaires du ministère ne devraient pas prescrire les méthodes d'enseignement. Ça devrait revenir aux enseignants d'adopter les méthodes qui leur apparaissent les plus efficaces. Et à ce moment-là, il y a une école qui va peut-être dire, nous, on se spécialise dans le développement des compétences transversales. Ah, ils feront ça. Ils s'essayeront. Avec le succès que ça donnera. Il n'y aura pas un chat qui va y aller, ils vont fermer. Pas de bulletin. Nous autres, on n'a pas de bulletin où le bulletin est vague, c'est spécial, transversal. Oh oui, c'est la méthode, cette école-là. C'est la participation qui est importante. La directrice, c'est une madame Marois, puis c'est une main que ça marche, c'est les émotions des enfants, puis il y a quasiment pas de discipline, puis tout le monde se tutoie.
Elle aurait le droit. Moi, je vivrais bien avec ça, là. Elle, c'est son école à elle. Ben, on va mettre des... C'est sûr qu'il faut que le ministère, quand même, il faut qu'il y ait des normes minimales là, à la fin, oui. Puis il faut qu'il y ait des normes minimales pour les curriculums, puis tout ça. Mais puis il faut mesurer aussi, il faut avoir des examens nationaux, puis des trucs comme ça. Mais si l'école de Mme Marois que je parodiais tantôt, là, moi, si ces élèves ont les meilleures notes aux examens nationaux, mais savez-vous quoi? Même si je trouve ça niaiseux, c'est une réforme en laquelle je crois pas, là, mais peut-être bien que m'envoyer mes enfants, là. Si je vois que ça marche, me reconnaître que c'est moi qui est dans le champ, ils pètent des scores aux examens nationaux. Fait que, moi, je pense que ça prend des balises minimum, comme vous le dites, mais laissons-les aller, puis d'autres vont il y a peut-être des écoles qui vont dire, nous autres, chez nous, c'est le vouvoiement partout, puis sur la discipline, on est plus sévère, on bat personne, là, évidemment, mais c'est plus sévère. Si ça marche pas, on émet des hors, etc., puis chacun va, puis le parent, comme vous dites, va décider selon ses valeurs. Puis là, on a des examens du ministère, puis les résultats sont connus de tout le monde. Oui. Alors, s'il y a des parents qui disent, écoute, moi, là, les résultats des examens du ministère, ça me dérange pas, puis je vais aller envoyer mon enfant à telle école qui est la 453e au Québec. C'est son choix. C'est son choix. Mais ce concept-là de compétition, ça se trouve même dans les syndicats. Moi, je pense que les syndicats, quand on pense à un syndicat, c'est quoi? C'est une organisation qui est là pour aider les travailleurs à négocier des conventions collectives avec l'employeur. C'est comme un agent, finalement. Tu es un joueur de hockey, tu engages un agent, tu ne peux pas négocier toi-même avec le directeur général, tu engages un agent. Mais encore une fois, au Québec, on a créé des monopoles avec des adhésions syndicales obligatoires, des cotisations syndicales obligatoires. Alors, les syndicats, ils sont pas motivés à s'occuper de leurs clients parce que leurs clients sont entre guillemets pognés. Ils n'ont pas le choix. Souvent, ils sont... c'est un fonctionnaire, par exemple, tu n'as pas le droit de choisir ton syndicat. Il y a un syndicat pour tout le monde, à titre. Et donc, il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués en leur permettant, par exemple, de choisir leur adhésion, d'assurer un libre choix dans l'adhésion syndicale. Ça veut dire que moi, exemple, mettons qu'il y aura un syndicat ici au Cogeco FM 93, j'aurai le choix. En début d'année, je sais que je suis syndiqué, mais là, j'ai le choix entre la FTQ, la CSN, puis un autre syndicat que je vais appeler X, que lui, ce syndicat-là, il fait aucune politique. Lui, il dit, moi, mes cotisations syndicales sont moins élevées parce que je paye pas d'amende pour des carrés rouges, je paye pas d'autobus, je fais juste te défendre devant ton boss. Le reste, je fais pas de politique. Savez-vous quoi? Moi, je choisirais ce syndicat-là. Si un autre décide que lui, il aime ça, la CSN, de la politique, pis ça ne dérange pas de payer, il se syndique à CSN. J'ai-tu bien compris? Si on fait confiance aux Québécois, moi je fais confiance aux travailleurs québécois, oui. Ils choisiront ce qu'ils veulent. L'autre façon de le voir, M. Bouchard, c'est peut-être de dire, peut-être que oui, étant donné que on veut peut-être que tout le monde soit couvert par la convention collective, là, peut-être qu'on dit, OK, on va s'assurer que le syndicat est financé de façon adéquate pour négocier la convention collective. Alors ça, mettons que c'est, je sais pas moi, 1% du salaire du travailleur. Et si jamais le syndicat veut en avoir plus, là, peut-être que ça pourrait être simplement volontaire. Alors, au début de chaque année, tu dirais à ton employeur, écoute, minimum, OK, il y a 1% qui va au syndicat. Puis moi, je coche une petite case sur une feuille de papier que je donne à mon employeur, puis je dis, moi, je vais donner un autre 2% à mon syndicat parce que je trouve qu'il fait une bonne job pour aider les étudiants à faire des manifestations sur la Grande Allée ou des choses comme ça. Alors, donnons plus de pouvoir aux employés pour qu'ils puissent vraiment avoir le choix de leur organisation syndicale. Prenons par exemple là, les agriculteurs. L'Union des producteurs agricoles, là, ils ont été comme élus une première fois là, il y a 42 ans. Il n'y a pas eu un seul vote depuis ce temps-là. C'est pire qu'Hosni Moubarak en Égypte, là. Je veux dire, ils sont là depuis 40 ans. Ouais. Il n'y a eu aucun vote refait pour voir si est-ce que c'est vraiment l'Union des producteurs agricoles que les agriculteurs veulent avoir comme agent, tu sais. Alors donc, ces monopoles syndicaux-là, moi je suis en faveur du droit d'association des travailleurs. C'est un droit fondamental, c'est un droit important, mais il faut donner le droit aux travailleurs non seulement de s'associer, mais aussi de ne pas s'associer s'il ne veut pas le faire. Et il faut lui donner plus d'outils pour contrôler. Alors, par exemple, il faut que les travailleurs puissent savoir où est dépensé leur argent. Ouais. Et aujourd'hui, les syndicats
essaye donc d'avoir, toi, les états financiers d'un syndicat, c'est très, très, très difficile. Puis si jamais on finit par te les donner, tu vas être blackballé dans le syndicat. Alors donc, il faut vraiment permettre aux employés syndiqués d'avoir plus de contrôle. Puis c'est vrai dans un peu tout, tu sais, les garderies, c'est la même chose. On pourrait redonner là aussi le pouvoir, c'est ça, confiance. Dans le fond, je retiens de faire confiance aux Québécois, leur donner la liberté de choisir et la liberté de prospérer également, de faire ses choix, puis de pas avoir peur de mettre les gens en concurrence, de leur donner des défis, de les comparer entre eux. Mais ça, là, j'espère que vous vous rendez compte, moi, ça, j'appelle ça une révolution. Ben, parce que c'est révolutionnaire. Ils appellent des conservateurs. Ils disent qu'on est des conservateurs, mais on n'est pas des conservateurs. Les gens qui sont vraiment les conservateurs, ce sont les gens qui ont fait la Révolution tranquille en 1960 et qui maintenant ont toutes sortes de privilèges, puis de bonbons, puis de monopoles. Mais changez votre nom, là. Honnêtement, il faudrait que vous changiez votre nom. Non, je suis sérieux, il faudrait que ça soit plus renouveau, qu'il y ait le mot nouveau, ou je sais pas, liberté, confiance, je sais pas. Mais en vous appelant Parti conservateur, d'abord les gens vont confondre un peu avec Ottawa. Et deuxièmement, vous avez raison, conservateur, le mot représente pas votre discours du tout. C'est un discours de changement, de renouveau. Remarque, là, le nom, c'est tel que tel, là. Je sais bien que c'est pas ça qui va faire la différence, mais bon, moi, j'irais avec un autre nom, par exemple. Il y a d'autres aspects où je dirais qu'on est plus dans le sens conservateur, entre guillemets. C'est, par exemple, prenons il y a des choses que l'État doit faire. Moi, je propose pas de démanteler l'État. Je pense qu'il y a des choses que l'État fait qu'il devrait pas faire, là. Il y a bien des affaires qu'ils font puis qu'on pourrait laisser tomber. Mais il y a des choses qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas correctement et il est mal financé pour le faire. Puis je pense à la justice. Moi, s'il y a bien une mission essentielle à l'État, c'est la justice. Tu sais, je veux dire, ça fait partie des missions principales de l'État, là, de protéger les droits et libertés individuelles, puis d'administrer la justice civile, criminelle, pénale. Et je suis un peu découragé de voir comment est-ce que cette mission fondamentale-là de l'État a été un peu bafoué, tu sais, je veux dire, quand il faut couper à quelque part, on coupe dans le ministère de la Justice, dans la sécurité publique, et donc... Là, ça rejoint plus conservateur un peu. Hey, Monsieur Pouliot, prochaine entrevue, on se parle de justice. Promis, parce que là, il faut que j'ai mon temps, mais on va se reparler, promis. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Ben, ça fait bien plaisir, au revoir. Bye. Bonne journée, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. À date, je vote pour lui. Sérieux. Mais ça nous rejoint carrément dans... Il y a plein. Façon de voir parce que là, je viens d'imaginer un autre Québec, là. Tu te lèves le matin, tu t'en vas à l'hôpital, t'es pas perçu comme une dépense. Tes enfants vont à l'école, c'est toi qui décides de l'école, on te donne l'argent. Tu décides même de ton syndicat, tu décides de plein de choses. Moi, je veux vivre d'un Québec de même. En passant, il veut se présenter soit à Québec ou en Beauce. Go. Mais il faut en parler un peu, là. Vous aimez ça, studio? J'aimerais savoir quelques feedbacks, là, vous m'en donnez assez souvent, là. Mais studio à commercial fm93.com. Puis moi, je fais un meilleur culpa, José. Je m'aperçois qu'à chaque fois que je parle de santé, quand je vous parle de santé, là, c'est pour vous dire à quel point vous attendez, à quel point les équipements sont désuets, à quel point, je pense que je vous tanne un peu avec ça, là. Je pense qu'on le sait, on l'a vu, la tumeur, le cancer. Quand je vous parle d'école, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'ortho, que les classes sont surpeuplées, puis que les profs sont en burn-out. Je pense que vous commencez à le savoir, hein? Avez-vous le goût d'entendre d'autres choses? J'aime ça, matin, ce qu'on a fait. On est en retard, on est dans la marche jusqu'à 10 heures, je m'en fous, là. Je l'assume, puis bon. Je sais que vous allez me suivre, vous allez patienter un peu. On a une pause qui sera peut-être pas courte tantôt, là. On a déjà d'ailleurs une auditrice qui dit qu'on devrait le réinviter plus souvent. Sa façon de voir la province est rafraîchissante et responsabilisante pour les électeurs. Du nouveau. Hein, mais juste le fait que c'est nouveau, que vous soyez d'accord ou pas, là. Là, on vient de débattre. Il arrive avec de quoi? J'ai donné aucune stats d'urgence, de tant de temps avant de se faire opérer, tant de profs burn-out. Solution. Voici les écoles, à quoi ça pourrait ressembler. Les hôpitaux, c'est de même partout en Europe. Bon, voici, j'aime ça. Faut qu'on le fasse plus souvent, José. Oui. Aide-moi, là. Oui. Note-les plus souvent. Parlez à lui ou de nouvelles idées. Aimez-vous ça? Studio à commercial FM